Bonjour, chers candidats. Nous allons poursuivre dans cette deuxième partie la correction de l'épreuve du français, session d'octobre 2024, cycle secondaire qualifiant et collégial. On va poursuivre avec la poésie. Concernant le support de la poésie, il s'agit bien sûr d'un poème de Victor Hugo qui s'intitule, qui a pour titre Le Mendiant. Je vous laisse le soin de le lire, bien sûr. Donc c'est un poème tiré des contemplations de Victor Hugo. Donc on démarre avec la première question concernant la poésie, question 36. Qu'est-ce qui justifie l'appartenance de ce poème au recueil Les Contemplations? Il y a deux réponses possibles. B, la méditation du poète apitoyé par le destin du mendiant. Et C, l'introspection méditative du poète sur le destin du mendiant. Mais la réponse la plus exacte à mon avis, c'est le B, c'est la méditation du poète apitoyé par le destin du mendiant. Question 37. Quel énoncé caractérise le mot pauvre dans le vers, le premier vers bien sûr? Donc pour rappeler le premier vers, un pauvre homme passé dans le givre et le vent. Donc la bonne réponse c'est C, il s'agit d'un adjectif antéposé. Qu'est-ce qu'on veut dire par adjectif antéposé? Ça veut dire un adjectif qui vient ou qui se place avant le nom. Postposé, c'est le contraire. C'est un adjectif qui vient après le nom, qu'il qualifie bien sûr. Donc la bonne réponse est C. Il s'agit d'un adjectif antéposé qui met en relief la misère absolue du mendiant. Question 38. Quels mots conviennent pour caractériser l'attitude du poète envers le mendiant? La bonne réponse c'est C. Charitable, hospitalier, affable, aimable. Question 39. Dans les 4 premiers vers, qu'est-ce qui participe à aggraver l'état du mendiant? La bonne réponse c'est C. C'est C. Pourquoi? C'est le soir, le froid. Pourquoi c'est le soir? Parce que au XIXe siècle, on va dire les marchands revenaient de la ville le soir. Donc ils partent à l'aube et reviennent le soir. Donc c'est le soir. Donc C, la bonne réponse est C, c'est le soir, le froid, le vent qui souffle fort, comme le montre l'allitération en V. L'allitération, ça veut dire la répétition de la consonne V. Dans pas mal de noms, comme vous voyez, pauvre, givre, vent, vitre, devant, j'ouvris, civil, revenez et ville. Question 40. Quelle liste de mots ci-dessous appartient à un même champ lexical? Ici, on va hésiter entre B et E, mais on va généralement garder le E. Pourquoi? Donc, le B, pourquoi le B tout d'abord? Nous avons braise et âtre. Donc, braise et âtre appartiennent au champ lexical du feu, de la cheminée, la flamme, la chaleur. Ciel et constellation appartiennent au champ lexical de l'espace, de l'astronomie. Donc il est donc difficile de dire que ces 4 mots appartiennent à un champ lexical commun, mais on peut accepter celui de la lueur ou de la lumière. Donc si on peut accepter le champ lexical de la lueur ou de la lumière, mais c'est un choix très très faible. À mon avis, c'est le E. Aucun des choix proposés n'est juste. Il n'y a aucun champ lexical qui peut rassembler ces quatre mots.
braise, âtre, ciel, constellation. Question 41. À quoi correspond le changement du nom du mendiant au fil du poème? Un pauvre homme, brave homme, cet homme, prière. Donc la bonne réponse c'est D. On va dire à une transfiguration élogieuse de l'image du mendiant. Qu'est-ce que ça veut dire une transfiguration élogieuse? Ça veut dire une transformation, si vous voulez. Élogieuse, ça veut dire laudative, où il y a de... Donc on flatte l'image de ce mendiant-là. Question 42. Qu'est-ce qui renforce le réalisme de cette rencontre entre le poète et le mendiant? La bonne réponse c'est D. Le cadre spatio-temporel, le dialogue, la description. Question 43. Quel élément du commentaire ci-dessous correspond aux vers 6 et 7? Pour rappel, le vers 6 et 7, c'était le vieux qui vit dans une niche au bas de la montée et rêve attendant solitaire, etc. Donc la bonne réponse c'est D, c'est l'animalisation du mendiant rejeté par la société humaine. Pourquoi? Donc on va dire c'est un personnage rejeté par la société qui vit à l'écart. Et pourquoi on choisit animalisation au lieu d'humanisation? Animalisation parce qu'il y a le mot niche. Donc on va garder le mot niche. Donc une niche c'est le lieu dans lequel vit un chien. Donc ici il y a de l'animalisation du mendiant. Question 44. Quel énoncé convient pour caractériser l'emploi de brave homme? La bonne réponse c'est A. Donc dans le vers 12, le pauvre je lui pris la main, en très brave homme. Donc la bonne réponse c'est A. C'est une apostrophe qui met en relief l'humanité du poète. Donc ça dénote bien sûr une certaine sensibilité, humanité du poète qui s'est apitoyé sur le sort de ce mendiant-là. Question 45. Quelle est la forme verbale employée dans le vers 13? Et je lui fis donner une jatte de lait. Donc la bonne réponse c'est C, c'est la forme factitive. En linguistique, qu'est-ce qu'on veut dire par la forme factitive ou le factitif? C'est une forme verbale qui indique que le sujet fait faire ou parfois laisse effectuer l'action par un autre agent que lui-même. Elle s'exprime le plus souvent par le verbe faire employé comme semi-auxiliaire selon la structure faire plus l'infinitif ou laisser plus l'infinitif lorsque le sens est laisser faire, ne pas s'opposer à tolérer, autoriser, etc. Donc c'est la bonne réponse, c'est la forme factitive. Question 46. Quelle est la nature de pendant que au vers 22? Donc le vers 22 c'est et pendant qu'il séchait ce haillon désolé. Donc la bonne réponse c'est C. Il s'agit d'une locution conjonctive qui exprime la simultanéité et non la postériorité ou l'antériorité. Donc ça exprime la simultanéité. Question 47. Quel énoncé ci-dessous permet de commenter l'attitude du poète dans les vers 24 à 26? Du vers 24 au vers 26. Donc la bonne réponse c'est D. Le poète silencieux regarde au-delà de l'apparence du mendiant. Question 48. Dans le vers 12, par quel procédé le pauvre est-il mis en relief? Donc, le vers 12, le pauvre, je lui pris la main, en très brave homme. Donc là, on a la bonne réponse c'est A. C'est par un procédé structurel qui s'appelle le rejet. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par le rejet ou le contre-rejet? Le rejet, ça consiste à placer au début du vers suivant un élément bref. C'est
si c'est le cas ici, c'est le mot pauvre, bien sûr, appartient au vers précédent. Donc on l'a mis au début du vers suivant. Là, on a le rejet. Le contre-rejet, c'est le contraire. Ça consiste à placer à la fin du vers un mot ou un groupe de mots qui appartiennent par la construction syntaxique et le sens au vers suivant grâce à un enjambement. Question 49. Quel commentaire ci-dessous convient au vers naf de ce poème? Donc le vers naf tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Donc on va dire que la bonne réponse, c'est D, la coupe de l'hémistiche de cet alexandrin. Ici, il s'agit d'un alexandrin. La coupe de l'hémistiche, ça veut dire le milieu du vers, souligne le statut du pauvre, à la fois marginal et divin. Donc c'est un homme marginal, mendiant, parce qu'il tend sa main aux hommes pour avoir de l'argent. Et bien sûr, il joint ses mains aussi pour Dieu. Donc ça connote, ou ça dénote bien sûr une dimension divine de ce monsieur-là. Question 50. Quelle figure de style est employée dans les vers ci-dessous? On va prendre la bonne réponse, c'est D, la figure de style exprimée dans le vers 21 et l'hyperbole. Donc le vers 21 couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Donc pourquoi c'est hyperbole? Parce que le sujet de sembler, c'est son manteau. Donc son manteau semblait un ciel noir, donc un manteau qui semble comme un ciel noir étoilé. Donc on va dire c'est une hyperbole. Il y a de l'exagération. Question 51. À quoi correspond l'alternance des temps dans ce poème? Bonne réponse c'est C, à l'alternance récit, description et discours. On a le récit, on a la description et on a le discours. Ça veut dire les paroles échangées. Question 52. Quel est l'effet produit par le dialogue dans ce poème? Donc la bonne réponse c'est A, la dramatisation et le dynamisme de la narration. Question 53. Quelle est la structure métrique du vers 26? Le vers 26, Sabure, où je voyais des constellations. La bonne réponse c'est A, c'est un alexandrin avec diérèse sur constellation qui compte 5 syllabes. Donc on a dans les 4 choix le mot constellation qui compte 5 syllabes. Et puisque le mot constellation comporte ou compte 5 syllabes, constellation, cela veut dire qu'il y a une diérèse et non une synérèse. Si on a synérèse le contraire, ça aurait été 4 syllabes. 4 syllabes, bien sûr, on ne va pas séparer le ion. Le sion, ce sera une seule syllabe. Et là, on a divisé, ça s'appelle diérèse, ce qui nous donne 5 syllabes au mot constellation, ce qui fait le total de 12 syllabes au vers. Ça veut dire on est devant un alexandrin. Donc la bonne réponse c'est A. Question 54. Quelle finalité peut-on donner à la métaphore des constellations qui clôt le poème? La bonne réponse c'est B. Attribuer une dimension cosmique au manteau pour souligner la divinité du mendiant. Question 55. Quelle est la visée du poète en choisissant le mendiant comme objet de son poème? Là, on a la bonne réponse, c'est A. S'inspirer d'une scène prosaïque et la transfigurer par le pouvoir du langage poétique pour dénoncer la pauvreté. Qu'est-ce qu'on veut dire par scène prosaïque? Ça veut dire une scène banale, triviale, quotidienne, sans lyrisme ni grandeur héroïque. Donc on est devant quelque chose de très simple et très banal, une situation d'un mendiant qui passe devant les gens qui demandent de l'argent. Donc c'est prosaïque. Donc la bonne réponse c'est A.
On passe maintenant au théâtre. Donc pour le théâtre, on a choisi l'acte 5 de la scène 5, l'acte 5, scène 5, bien sûr, de l'illusion comique, de Corneille. C'est une pièce de théâtre qui est apparue en 1639 et non pas en 1936 comme on avait sur l'examen. Donc 1639. Voilà, je vous laisserai le soin de lire, bien sûr, les deux parties de la pièce ou de la scène. Première question, c'est consiste à quel genre théâtral l'illusion comique appartient-elle? La bonne réponse c'est D, c'est la tragicomédie. Donc il y a de la tragédie en même temps, c'est une comédie. Quelles informations sont-elles fournies par les phrases en italique lignes 2 et 3? Donc les deux lignes 2 et 3 présentent des mots en italique. Bien sûr, on connaît tous ces mots. Donc la bonne réponse c'est D, la fin d'une représentation théâtrale enchâssée dans la pièce de Corneille. À quel type de discours théâtral appartiennent les phrases en italique lignes 2 et 3? Donc bien évidemment, il s'agit d'une didascalie. Donc la bonne réponse c'est C. Question 59. Que révèlent les vers 4, 8 et 9? Donc les vers 4, 8 et 9, bien sûr, je vous laisserai le soin de les relire. Donc ça révèle, la bonne réponse c'est B, prudemment ignore les artifices du théâtre. Question 60. Quelle est la tonalité de la réplique d'Alcandre au vers 5? Donc quelle tonalité elle tient? Donc il tient une tonalité didactique. C'est la bonne réponse, c'est C. Au vers 5, le vers 5, vous voyez si pas un, deux, s'y montre négligent. Là, ce monsieur Alcandre essaye bien sûr de convaincre prudemment de l'utilité du théâtre. Alcandre utilise donc un discours didactique. Donc, il essaie bien sûr de montrer l'utilité du théâtre. Question 61. Par quel procédé théâtral la situation est-elle inversée dans les vers 1 à 4? Dans les vers de 1 à 4, la bonne réponse c'est un coup de théâtre. C'est D. Qu'est-ce qu'on veut dire par un coup de théâtre? C'est un événement imprévu pour le spectateur et parfois pour certains personnages survenant au cours d'une pièce de théâtre. Au sens figuré, on utilise aussi coup de théâtre pour désigner un changement de situation brusque et imprévu, pouvant faire référence à des événements politiques, médiatiques ou sportifs. Question 62. Dans les vers 10 à 17, quel aspect de la vie des comédiens sont-ils mis en relief? Donc les vers de 1 à 17. Donc la bonne réponse c'est A, la vie conviviale de la troupe et l'amitié des comédiens. Donc entre les comédiens de cette troupe ou de cette pièce théâtrale, ils entretiennent de bonnes relations entre eux. Donc ils mènent une vie conviviale et amicale. Question 63. Quelle conception du travail du comédien se dégage des premiers vers? Bon répond, donc aucune réponse de A à D. C'est un métier qui n'est pas bénévole, qui n'est pas gratuit, qui n'est pas indigne, qui n'est pas inutile. Bien sûr, d'après les premiers vers. Hein. Donc le travail du comédien se présente comme un métier respectable et agréable, un métier qui permet de gagner sa vie convenablement. Donc c'est le contraire des suggestions ou propositions données de A à D. Donc le E, c'est la bonne réponse. Question 64. Quelle liste de mots constitue le champ lexical du théâtre? La bonne réponse c'est A. Troupe, poème, scène, théâtre.
65. Quel rôle joue la figure de style employée au vers 12? Donc le vers 12, l'un tue et l'autre meurt, l'autre vous fait pitié. Donc la bonne réponse c'est C. L'antithèse illustre l'antagonisme des rôles et évoque la notion de catharsis. Qu'est-ce qu'on veut dire par catharsis? Donc la catharsis au théâtre est un concept d'Aristote de purification des passions du spectateur par le biais du spectacle théâtral et notamment la tragédie. Donc le spectateur, en s'identifiant au personnage tragique et en ressentant pitié et crainte, évacue ses propres émotions inavouables et angoisses. Ce processus lui permet de se libérer de ses sentiments négatifs, de prendre conscience du caractère inacceptable de certaines actions et d'éviter de les reproduire dans la vie réelle. C'est ça la notion de catharsis au théâtre. Question 66. Quelle figure de style est employée dans le vers 14? Donc le vers 14, leurs vers font leur combat, leur mort suit leur parole. Donc le A, c'est un chiasme. Pourquoi un chiasme? Donc c'est un chiasme qui structure le vers selon l'ordre ABBA. Donc il oppose les idées de vers les idées vers et parole, donc les deux extrémités, et les deux moyennes, et combat et mort. Donc c'est ABBA. Donc c'est ça le chiasme. Donc on oppose bien sûr des idées, des notions comme ça pour marquer le chiasme. Donc c'est le A. Question 67. Quel est le sentiment exprimé par Pridamant dans le vers 18? Donc c'est la déception. A. La bonne réponse c'est A. Le vers 18. Mon fils comédien. Donc on peut dire ici qu'il y a un mélange de sentiments. Donc il y a la déception, l'insatisfaction et aussi l'étonnement. Donc il y a aussi de l'étonnement dans la réaction de Pridamant envers bien sûr l'état de son fils qu'il a découvert en train de jouer bien sûr au théâtre. Question 68. Dans les vers de 21 à 23, pour quelle raison Pridamant se plaint-il? Donc des vers 21, 22 et 23, donc on va dire qu'il se plaint car le théâtre est un métier indigne. Pour lui, c'est un métier indigne. Donc il ne mérite pas qu'on l'exerce ou qu'on le fait tout simplement. Question 69. Pour quelle raison Alcandre fait-il l'éloge du théâtre? La bonne réponse c'est D. Pour convaincre Pridamant du bon choix de son fils. Question 70. Quelle conclusion Pridamant doit-il tirer des arguments d'Alcandre? La bonne réponse c'est C. Il doit renoncer à dissuader son fils de poursuivre sa carrière de comédien. Donc ici, il doit bien sûr laisser son fils poursuivre sa carrière de comédien au théâtre. 71. Par quel mot du même sens peut-on remplacer charme dans le vers 8? Dans le vers 8, quel charme en un moment étouffe leur discorde? Donc là, charme a le sens de enchantement, c'est le A. La bonne réponse c'est A. 72. Quel est l'intérêt de la présence d'Alcandre, le magicien, dans la pièce? Donc c'est renforcer l'illusion théâtrale et montrer la magie du théâtre. Question 73. Quelle réplique montre la force de l'utilisation théâtrale? La bonne réponse c'est C. Que dois-je chez les morts comptant de l'argent? Donc ça montre l'illusion théâtrale. 74. Sur quel moyen Corneille s'appuie-t-il pour créer l'illusion théâtrale? Donc Corneille s'appuie sur le coup de théâtre, le comique de caractère et la mise en abîme. La mise en abîme, ça veut dire l'enchâssement. Ça veut dire une pièce de théâtre au sein d'une pièce de théâtre, comme dans la littérature.
75. En reposant sur l'illusion et le théâtre dans le théâtre, et de quelle esthétique relève cette pièce de Corneille? Donc cette pièce de Corneille relève de l'esthétique baroque. Donc c'est le baroque, c'est la bonne réponse, c'est B. Quelles sont les caractéristiques rapidement de l'esthétique baroque? C'est l'illusion et le théâtre dans le théâtre, ça veut dire la mise en abîme ou l'enchâssement, l'emboîtement, mise en abîme typiquement baroque. Le mélange des genres, nous avons ici la pièce combine entre la comédie et la tragédie, donc ce qui fait, il y a un mélange du comique et du tragique. L'esthétique de l'instabilité, les personnages changent de rôle, la réalité devient illusion, ce qui est le cas bien sûr dans cette pièce. Vous aurez le temps de la lire. Aussi, autre caractéristique, liberté par rapport aux règles classiques. Il n'y a pas de respect strict des trois unités, lieu, temps, action. Il y a aussi une recherche d'émerveillement et de surprise plutôt que de vraisemblance stricte. Donc la vraisemblance, bien sûr, c'est une caractéristique de l'esthétique classique, du classicisme. On passe maintenant aux dernières 5 questions des sciences du langage. Qui est considéré comme le fondateur de la grammaire comparée moderne au XIXe siècle? Aucun des choix proposés n'est juste, ni Saussure, ni Humboldt, ni Jacobson, ni Accart, mais plutôt Franz Bopp. C'est le fondateur de la grammaire comparée moderne du XIXe siècle. 77. Quel ouvrage de Ferdinand de Saussure est considéré comme fondamental pour le développement de la linguistique moderne? Aussi, aucun des choix proposés n'est juste, donc c'est le E. Donc on va préciser les auteurs des ouvrages et des notions suivantes en linguistique. Problème en linguistique générale, donc le premier choix, c'est un ouvrage d'Émile Benveniste. Principe de la grammaire générative n'est pas un ouvrage de Noam Chomsky, mais plutôt une formulation générique qui désigne sa théorie élaborée à partir des années 50. Langue et parole dans le choix C n'est pas un ouvrage de Saussure, mais une notion centrale exposée dans le cours de linguistique générale. Le choix des systèmes des langues naturelles, ce n'est pas un ouvrage aussi, mais une notion développée par André Martinet. 78. Quel concept fondamental de Ferdinand de Saussure est central dans le structuralisme? On va dire que c'est le signe linguistique, le D. Aussi, la langue et la parole sont des concepts, bien sûr, qui relèvent du travail de Saussure. La valeur linguistique et la signification aussi, mais le signe linguistique demeure un concept central au sein du structuralisme. La compétence et la performance, c'est relatif, bien sûr, aux travaux de Noam Chomsky. Et le générativisme, bien sûr. Question 79. Quel est le concept central de la théorie de la grammaire universelle développée par Noam Chomsky? Donc, on va dire, c'est la compétence linguistique. Donc, c'est la compétence linguistique et ça, bien sûr, ça a beaucoup marqué la grammaire générative tout au long du XXe siècle. Donc c'est B, la bonne réponse. 80. Quel linguiste est célèbre pour son travail sur la sémantique des actes de langage? Donc la bonne réponse c'est C, c'est Jean Austin, mais aussi on va lui associer Jean Searle. Donc la sémantique des actes de langage, c'est issu des travaux de Jean Austin et Jean Searle. Il étudie comment le sens d'un énoncé est lié à l'action qu'il accomplit. Donc son aspect illocutoire ou pragmatique. Cela implique de comprendre que dire quelque chose, c'est aussi faire quelque chose. Et le sens littéral d'une phrase ne suffit pas toujours à saisir l'intention communicative du locuteur qui s'appuie sur le contexte pour interpréter l'acte de langage. Voilà, ainsi se termine cette correction.
Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.